Bienvenue à tous. Aujourd'hui, avec Mathieu, on va vous présenter la CI/CD dans le monde du mobile. Ça a quelques particularités. Aujourd'hui, dans l'implémentation d'une CI/CD, d'un projet mobile, c'est vraiment au cœur des méthodos agiles et DevOps. Et parce que quand on développe, on peut rencontrer de nombreux problèmes liés à la complexité des différents OS, que ce soit iOS ou Android, mais aussi aux différents constructeurs qu'on peut rencontrer sur le marché comme Huawei, Samsung, Xiaomi et Apple. Donc pour cela, on va vous présenter un ensemble de bonnes pratiques pour avoir une CI/CD fiable et robuste. On va vous faire aussi un retour d'expérience basé sur la CI/CD de Niji, donc la société pour laquelle je travaille, et comment mettre en place une CI/CD dans le mobile. Et vous présenter aussi un peu tous les différents outils qu'on utilise. Donc pour cela, on va d'abord se présenter, Mathieu et moi, vous présenter un peu Niji. Ensuite, ça va être quoi la CI/CD? Donc les attentes qu'on va avoir autour de la CI/CD, les contraintes liées aux environnements mobiles. Ensuite, on va faire un petit focus sur l'intégration continue, puis sur la livraison continue. Et on va essayer de faire en sorte qu'on ait du temps pour des questions, un échange de questions-réponses à la fin. Donc, qui sommes-nous? Donc, moi, c'est Erwan Tilly. Je suis tech lead iOS à Niji. Donc, ça fait depuis 4 ans que je suis à Niji. Ça fait 11 ans que je fais du développement et plus précisément 8 ans pour du mobile. Je suis passionné par tout ce qui est DevOps, mobile essentiellement, et tout ce qui tourne autour de l'outillage. Et ce que j'adore aussi dans mon métier, c'est pouvoir accompagner les plus jeunes et les plus juniors à monter en compétences rapidement sur tous les sujets qui portent sur le mobile. Bonjour à tous. Moi, comme vous pouvez le voir, c'est Mathieu Viel. Je suis architecte mobile chez Niji. Alors, architecte logiciel spécialisé dans le mobile, on va dire. J'ai 14 ans d'expérience dans le mobile. J'ai fait du web avant. Enfin bon, voilà. Je suis un peu un vieux de la vieille dans le mobile. J'ai commencé avec l'iPhone en 2009, on va dire, grosso modo, quand l'iPhone 3G est arrivé en France, à peu près. J'ai bossé sur iOS, sur Android, sur Windows Phone à l'époque aussi, fut un temps. Et je m'intéresse à tout ce qui est développement natif et aussi un petit peu de cross-platform avec Flutter. Voilà. Et chez Niji, je m'occupe de tout ce qui est architecture, de chapeauter un petit peu tout ce qui se passe dans le mobile chez Niji, de participer à des meet-up et de faire vivre la communauté mobile de la société. Je vais prendre la suite. Toute petite présentation de la société. Pour Niji, pour ceux qui ne savent pas, c'est une ESN qui est située dans toutes ces grandes villes-là. On a environ 1400 personnes qui travaillent dans la société, 22 ans d'expérience, 300 grands clients, grands comptes, etc. Le focus ici, ça va être surtout sur ça, le fait que... on a oublié de changer un truc. Qu'on a beaucoup d'années d'expérience dans le développement mobile chez Niji, depuis à peu près... pas un petit peu comme moi, depuis le départ. On a jusqu'à une centaine de développeurs mobiles sur tous nos sites. On développe 30 applications ou projets d'évolution mobile par an pour nos clients. On a des équipes de tests dédiées, 70 personnes. On fait des audits, des expertises, une dizaine environ par an. Un gros focus sur le test unitaire et le test automatisé, environ 12 000 qui se lancent chaque jour. Et une équipe de 120 personnes dédiées à la maintenance des applications, alors autant web que mobile, mais on va dire une équipe run. Donc on a une équipe qui build des nouveaux projets, une équipe run pour faire vivre des projets existants dans le temps, et une équipe de test et de validation qui est dédiée. Alors on va revenir un peu sur de la vulgarisation. Je suis désolé pour ceux qui connaissent déjà, mais on va répéter un tout petit peu ce qui s'est dit dans la présentation juste avant, mais je vais faire vite. De quoi on parle quand on parle de CI/CD? Donc déjà l'acronyme, Continuous Integration, Continuous Delivery. L'intégration continue, c'est le processus qui consiste à automatiser des tâches pour que le développeur parvienne à apporter régulièrement des modifications au code de l'application.
Alors que tout ce qui concerne la livraison continue, c'est le processus qui consiste à automatiser le déploiement et la livraison dans un environnement dédié, souvent de recettes, des modifications apportées par les développeurs. On retrouve ce cycle qu'on a vu juste avant aussi, le cycle de développement, avec les différentes étapes, et on aime bien se dire que tout ce qui concerne la CI, c'est ce qui est bleu à gauche, et tout ce qui concerne la CD, c'est ce qui est jaune à droite. Focus sur l'intégration continue, donc la partie bleue, bon, le classique, hein, il faut que, pour que ça marche, il faut que le code soit partagé, que les développeurs puissent apporter leurs modifications sur le D-code, sur leur machine, avec l'environnement et les outils qui vont bien, que le build, on va dire, puisse être automatisé, je reviendrai un petit peu plus là-dessus un peu plus tard, et que tout ce qui concerne la partie test, unitaire, automatisé, instrumenté, etc., puisse être lancé. Et en fait, une fois qu'on respecte toutes ces étapes qu'on voit ici, on peut s'assurer que le processus d'intégration continue est valide dans nos cycles de développement. Voilà, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Focus sur la livraison continue. Donc l'autre partie, c'est pareil, hein, il faut que le code source soit partagé dans le sens où la livraison va être faite par des machines qui sont peut-être dans le cloud, qui sont peut-être ailleurs chez vous dans les bureaux, qui puissent forcément accéder au code source, que les modifications importantes type merge request lancent des builds et lancent des validations dédiées, et que tout ce qui est pour la livraison, que le build qui ressort, on va dire, de ce processus-là, puisse être rendu disponible via les plateformes de distribution aux testeurs, aux clients, etc., pour pouvoir être utilisé dans le cadre de la recette. Un petit point important, on fait le distinguo, on l'écrit ici, entre livraison continue et déploiement continu. On est dans le mobile, on est dans un monde un petit peu particulier par rapport à ce qui peut se faire dans le web, où on a eu des exemples aujourd'hui de sociétés qui livraient jusqu'à 10-15 fois par jour. On essaye d'éviter ça dans le mobile, puisqu'on passe par des process de validation par Apple, par Google, sur leurs plateformes respectives. On essaye plutôt de faire des releases où on va, pas pour chaque nouvelle feature, mais où on va essayer de maîtriser le cycle de release, se dire, tiens, la prochaine release, on va inclure toutes ces modifications-là qu'on fait dans notre sprint agile classique, et éviter de mettre en production immédiatement. Donc c'est ça le gros distinguo. Nous, on va faire de la livraison continue. Toute nouvelle feature peut être testée par qui veut. Et le déploiement continu, c'est si on avait automatisé jusqu'à la livraison sur le store. Voilà, je voulais juste insister là-dessus. Les attentes autour de la CI/CD, parce que c'est bien beau de se mettre toutes ces contraintes, on va dire, quand on build, mais à quoi ça sert exactement? Si on doit résumer, on peut résumer ça en 5 points majeurs. L'amélioration de la qualité de code. Vu que chaque nouvelle fonctionnalité est codée, testée, intégrée de manière, on va dire, isolée par rapport aux autres, on permet donc aux développeurs de se focaliser, de mieux détecter les problèmes potentiels vis-à-vis de sa modification et, in fine, en fait, améliorer la qualité du code livré. Donc ça, c'est un des points les plus importants. Amélioration de la capacité de livraison, c'est que, vous l'avez vu, l'idée c'est de livrer à chaque fois qu'il y a une nouvelle feature qui est mergée sur la branche développe, on va en parler un petit peu plus tard. Vu qu'on livre tout le temps, ce processus-là est hyper bien huilé, on va dire, il n'est pas grippé. Et donc, on est en soi, quand on a un système comme ça qui tourne et sur tous les aspects, on livre quand il faut, on a une amélioration de la capacité de livraison puisque on peut virtuellement livrer n'importe quand. Traçabilité et transparence, c'est un petit point, mais c'est que il n'y a pas que des développeurs qui bossent sur un projet, il y a aussi des équipes de pilotage, il y a des équipes de testeurs, des fois dédiées. Du coup, quand on a tous ces process-là qui sont automatisés, ça facilite, on va dire, l'évolution, le suivi de l'évolution du développement, puisque on va, outre l'évolution du ticket dans Jira ou dans votre outil de ticketing favori, on va pouvoir savoir que à l'instant T, tiens, tout ça c'est en code review.
tout ça, ça a été mergé, ça a été livré à tel moment, sur telle plateforme, etc. etc. Et enfin, quatrième point, maintenance globale améliorée. Quand on a intégration continue et livraison continue dès le début, on va dire que à l'usage, travailler sur ce projet-là, le maintenir dans le temps, si vous voulez, est facilité. Et enfin, satisfaction, je me suis même permis de mettre des petits emojis, je suis fou. Tous ces processus, outils, garde-fous, on peut voir ça comme des contraintes, forcément, mais ça reste, à date en tout cas, le meilleur moyen qu'on ait trouvé de se donner toutes les chances de produire du code de qualité et au final, du coup, un produit de qualité. Si vous regardez le détail des emojis, le développeur va pouvoir se focaliser sur son développement, avoir l'outillage qui va bien, qui va être dédié, se focaliser sur les tests aussi, on va en parler un petit peu. Donc, petite croix verte, il est content. Tester, c'est pareil, il va être tenu au courant quand il va avoir les nouvelles builds, qu'est-ce qui est livré, quelle est la référence du ticket, du détail. Il va pouvoir l'installer sur les devices de tests dédiés, faire ses cahiers de tests et petit check aussi vert. Le pilotage, on va dire tout ce qui est direction de projet, chef de projet, business analyst, ils vont pouvoir, eux, avoir les outils de reporting adéquates pour leurs interactions avec le client. Ils vont avoir les outils qu'il faut pour communiquer avec les développeurs et pour suivre l'évolution des développements au fur et à mesure des différents sprints. Et in fine, quand on a toutes ces trois étapes-là, les développeurs sont contents, les testeurs sont contents, le pilotage est content, au final, on livre des choses de qualité. Les contraintes liées aux environnements mobiles, je passe la main à mon collègue Erwan. Yes. Donc, première contrainte qu'on peut avoir sur le fait de développer, d'avoir une bonne CI/CD pour le mobile, ça va être la préparation de la machine. Donc déjà, ça va être très important d'avoir une bonne stack machine parce que déjà, il va falloir peut-être commencer à avoir une machine qui puisse tourner pour iOS essentiellement. Donc un Mac, préférence Apple Silicon, c'est quand même mieux pour la puissance. Et qui va aussi être intéressant pour Android d'avoir quand même des bonnes machines pour faire tourner le projet. Ensuite, avoir l'environnement Ruby correctement installé via RB11, parce que derrière notre CI/CD, on va utiliser quelques outils en Ruby comme Fastlane, Danger, qu'on vous présentera un peu plus tard. Et également Python, d'avoir un bon environnement Python sur nos machines pour aussi les outils qu'on a en Python dans notre CI/CD. Donc pour stocker, pour héberger notre CI/CD, on va avoir deux types d'hébergements. On va avoir déjà des hébergements, des solutions auto-hébergées type Jenkins et les solutions cloud type Bitrise, CircleCI, CodeMagic. Et également GitLab CI et GitHub Action qui permettent de faire l'une ou l'autre solution en fonction de notre choix. Au niveau des avantages et des inconvénients, tout d'abord pour la solution auto-hébergée, ça va être l'extensibilité qui va être le principal avantage de cette solution, car en fait on va pouvoir personnaliser notre CI/CD un peu comme on veut avec des plugins. Autre avantage de la solution auto-hébergée, ça va être la gestion de la sécurité, car ça va être notre propre responsabilité et on va éliminer en fait le besoin d'aller en dehors de notre réseau privé pour lancer notre CI/CD. Et comme ça, on minimise les risques de sécurité. Par contre, l'inconvénient concernant les solutions auto-hébergées, c'est qu'on va devoir maintenir nous-mêmes le système matériel, donc la machine, et également les logiciels à jour. Donc ça peut être assez fastidieux. Il peut aussi avoir un processus très long pour mettre en place la CI/CD. Et c'est nous-mêmes qui devons gérer aussi toute la partie authentification nécessaire aux différents membres de l'équipe pour pouvoir se connecter. Et donc la deuxième solution, donc les solutions cloud. Donc l'avantage, donc le plus grand avantage des solutions cloud, c'est qu'on n'aura pas besoin de maintenir l'infrastructure matérielle. Ce sera directement fourni. Généralement, c'est juste une liste déroulante avec différentes stack machines et à nous de choisir laquelle correspond le mieux à notre projet. Et côté sécurité,
Autre avantage aussi, ça va être aussi tout ce qui est configuration et mise en place d'une CI/CD sur une solution cloud comparé à une solution auto-hébergée, c'est que ça va être très simple, très rapide, très intuitif. C'est souvent vraiment fait en sorte que le développeur le plus junior puisse mettre en place une CI/CD. Donc ça facilite quand même beaucoup les choses. Après, côté inconvénient sur les solutions dans le cloud, ça va être déjà le premier inconvénient, ça va être le prix, parce que tout cela a un coût et que du coup, ça peut vite augmenter en fonction du projet, comment il peut grossir et aussi au fur et à mesure du nombre de personnes aussi qui peuvent intégrer le projet. Et autre inconvénient, ça va être le côté sécurité. Il va falloir être beaucoup plus vigilant, faire attention comment on stocke nos tokens et aussi qu'on ait bien les certificats nécessaires à notre CI/CD. Parce que oui, en termes de certificats, que ce soit sur iOS ou sur Android, on a besoin de signer nos applications. Donc pour la signature des applications sur Android, on a 4 générations de schémas de signature. Donc le premier schéma, donc le schéma V1, qui est basé donc du coup sur la signature jar. Ensuite, ça a été introduit avec Android 7 suite à la vulnérabilité Janus, le schéma V2. Avec Android 9, ils ont introduit le schéma V3 et Android 11 plus récemment le schéma V4. Donc là, je vous ai mis un petit schéma un peu complexe de ce qui explique comment fonctionne le schéma V4 justement sur Android. Donc il dit que pour le schéma V4, il va falloir avoir aussi le schéma V1 pour notre application. Et soit le schéma V2 ou le schéma V3 en fonction des use cases. Et ce qu'il faut aussi retenir, c'est que pour notre CI/CD, c'est hyper important que toutes les signatures, tous les clés de signature, etc., soient bien stockées dans notre CI/CD pour pouvoir signer correctement notre APK. Et donc côté iOS, pour la signature, donc c'est complètement différent. Ici, on va se retrouver avec 2 types de certificats. Donc les certificats de développement et les certificats de distribution. Donc pour les développements, ça va être au développeur de créer sur la plateforme Apple Developer son propre certificat de développement qui pourra être ensuite associé au provisioning de profile de développement qui sera lui injecté dans l'application. Et concernant les certificats de distribution, donc là c'est un peu plus limité, généralement on en a besoin d'un seul sur notre compte Apple Developer. Mais on peut en créer jusqu'à 2 ou 3, il me semble, de mémoire. Et donc celui-là, il va être utile pour créer nos posing profiles de développement, de distribution, je veux dire. Donc concernant les posing profiles, on a 4 types de posing profiles. On va avoir celui de développement, qui va être utilisé dans le cas où on génère depuis code notre application pour être testée sur device physique. Et après, on va avoir 3 types de posing profile pour la distribution. Donc on va avoir le premier, le ad hoc, qui lui est présent. Donc il va falloir, pour celui-ci, il va falloir associer en fait des devices de test. Donc il va falloir les enregistrer sur notre compte Apple Developer et les cocher dans notre posing profile pour dire que ces devices de test sont autorisés à installer l'application. On a le posing profile in-house, qui lui est un peu plus permissif dans le sens où on n'a pas besoin de spécifier des devices de test. À partir du moment où on a ce posing profile, on peut directement installer sur tous les devices qu'on veut. Par contre, il est seulement disponible avec un compte Apple Enterprise, donc ce n'est pas disponible avec le compte Apple Developer basique. Et le troisième, donc c'est celui qui est utilisé pour la publication sur le store. Et donc, comme pour les APK, il faut absolument que ces différents certificats et posing profiles soient présents sur notre CI pour la génération de nos builds. Donc, je me permets juste un petit point en plus, c'est pas besoin d'être sur la slide, c'est le fait que là on parle d'Android, on parle d'iOS, il y a une volonté de faire que ce qu'on vous dit là sur tout ce qui est CI/CD, c'est valable autant pour les projets natifs que vous allez faire en Android ou iOS, mais ça peut aussi marcher bien entendu avec tout ce qui est les techno cross-platform à la Flutter. Ouais. On n'a pas choisi de focaliser particulièrement sur iOS. C'est ça que je veux dire, malgré nos backgrounds respectifs.
Focus sur l'intégration continue. Donc c'est là qu'on va vous parler un petit peu des outils qu'on peut avoir dans une forge, enfin une CI/CD digne de ce nom dans le mobile. On va se focaliser sur ces différentes verticales, donc tout ce qui est voilà, communication, les classiques, hein, les outils Teams, les outils Slack, pour faire le lien via l'équipe pilotage avec la gestion de projet qui peut se passer sur Jira. On va avoir des outils qu'on retrouve tout le temps dans tout ce qui est spécification sur Figma, InVision ou Zeppelin qu'on voit juste à côté aussi pour l'intégration, pour tout ce qui est maquette, Swagger pour tout ce qui est échange avec les API et Confluence pour documenter en fait, on va dire, au fur et à mesure de la création du projet. En termes d'intégration, j'ai mis un outil comme PE Editor pour la gestion des langues. Zeppelin, j'en ai parlé. Socle, c'est important. Chez Niji, on a comme vous avez pu voir, on fait quand même pas mal de projets mobiles. On a une spécialité là-dedans. Et à force, on a fait des socles logiciels pour, on va dire, kickstarter un projet iOS, Android ou même Flutter. Et en fait, cette brique-là, c'est juste pour signifier que on a fait ce qu'il faut pour que, typiquement, en 15 minutes chrono, on part du socle, on fait 2-3 petites commandes qui vont bien dans le socle pour le personnaliser et pour directement avoir un projet qui correspond à ce que vous allez commencer et qui est déjà directement connecté avec la CI/CD, qui a déjà les outillages dont on va parler un petit peu plus tard, et tout ce qui concerne les bonnes pratiques aussi, des outils pour vérifier le code, vérifier le formatage du code, etc. Le code, venons-y, les classiques, hein, vous utilisez votre IDE Xcode ou Android Studio, tout ce qui est Git, on est agnostique là-dessus, on peut être autant sur notre GitLab que sur le GitHub d'un client ou que sais-je. L'avantage je vais en parler juste après, de la manière dont on gère la CI/CD dans le mobile chez Niji, c'est que peu importe qu'on soit sur GitHub Action, sur GitLab CI, sur Jenkins hébergé localement ou etc., on conçoit les choses de sorte qu'elles soient complètement agnostiques de la plateforme sur laquelle vous allez lancer tous vos workflows. En termes d'outillage sur le Quality Insurance jusqu'à la release, on parle de Fastlane et Gradle. Je viendrai un petit peu plus dans le détail après. C'est les suites logicielles, on va dire, qu'on utilise pour tout ce qui est automatisation. On va faire des scripts qui vont, par exemple, automatiquement builder à partir d'une ligne de commande, des choses comme ça, des choses qui nous permettent justement derrière de faire que qu'on soit sur GitLab CI ou GitHub Actions ou sur Bitrise, qui est notre plateforme favorite de CI/CD pour le mobile. Au final, vous voulez faire un workflow qui consiste à distribuer, qui consiste à tester, qui consiste à lancer les tests pour les updater sur Narcube. Tout ça, au final, passe par des lane, fast lane ou des scripts qu'on aura fait dans Gradle pour faire ça en ligne de commande, avec une ligne de commande toute bête. Les autres outils, les linters, les LCOV, les XCOV, j'en parle pas trop, mais en fait, ça va être des outils qu'on installe forcément dans la chaîne CI/CD pour mesurer le coverage de test et lancer les analyses statiques de code qu'on veut reporter aussi. Les outils de type Danger, BrowserStack, je viendrai un peu plus dans le détail après. Et enfin, on arrive à la release, où là, on va automatiser la distribution vers une plateforme type Firebase App Distribution, vers TestFlight, ou vers des stores directement, l'App Store, le Google Play Store, ou l'équivalent chez Huawei, dont j'ai oublié le nom. App Gallery. Et toute la partie monitoring. Là, on a mis Firebase, mais en fait, on pourrait être compatible avec n'importe quel outil, c'est pas grave, mais c'est pour dire que, en tout cas, il y a une partie après la release qui concerne tout ce qui est le monitoring. Pour avoir des pratiques d'intégration continue qui marchent bien, il faut aussi faire gaffe à ce qu'on fait sur le repository. Et c'est là où on va
imposer, on va dire, mais en tout cas de dire qu'il faut utiliser le flow Git flow. Je vais pas rentrer dans le workflow Git flow, je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est vraiment essentiel de se dire que la branche master, c'est tout ce qui correspond à ce qu'on a en production. Quand vous voyez les tags V1, V2, peu importe, c'est que derrière, quand on va lancer en production, on va créer un tag sur cette branche-là qui va lancer derrière des workflows sur la CI/CD pour pouvoir livrer. Les branches de hotfix, bon, c'est pour faire du hotfix, c'est classique. Branche de release aussi. La branche develop, qui est notre branche de développement classique. Et à chaque fois, l'idée, c'est que vous commencez une feature sur un nouveau projet, vous allez faire votre branche de feature, vous allez faire la merge request derrière pour develop, et derrière, à chacune de ces étapes, grosso modo, presque à chaque flèche, il y a une intégration avec la solution de CI/CD. Voici pour ça. Donc Fastlane et Gradle, j'en parlais. Donc Fastlane, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un outil qui permet aux développeurs, qu'ils soient iOS, Android ou même Flutter, de faire de l'automatisation de tâches, comme on peut faire des choses comme la prise de screenshot de l'app pour automatiquement remplir la fiche Play Store ou App Store de l'application, de faire du build, de la distribution, etc. Derrière, c'est du Ruby. Oui, du Ruby. D'où l'idée, quand vous avez parlé de la stack développeur et d'avoir cet outil qui s'appelle RBenv pour être sûr que vous avez la maîtrise, on va dire, de la version de Ruby suivant le projet sur votre machine, c'est pour des outils notamment comme ça. Et Gradle, que si vous faites de l'Android, vous savez ce que c'est le moteur de production derrière Android et qui permet, lui, de faire à peu près la même chose qu'on ferait avec Fastlane. Après, c'est à nous d'arbitrer si on veut passer par Gradle ou faire qu'on mette aussi Fastlane sur un projet Android, par exemple. On peut très bien le faire. Un des outils que vous avez peut-être vu tout à l'heure, c'était Danger. Pour ceux qui ne connaissent pas, on est toujours dans l'automatisation, parce que plus on fait d'automatisation, mieux c'est. C'est un outil qui permet d'automatiser certains aspects de la relecture de code. C'est-à-dire, vous faites votre merge request, il y a Danger qui va arriver, et en code, on a fait un Danger file qui va aller définir des règles qu'on a définies nous-mêmes. Alors, ça peut être des trucs aussi bêtes que il y a bien une entrée qui correspond au nom du ticket dans le changelog du projet. Ça, on peut le faire avec Danger. En fait, c'est d'automatiser tous les aspects de la revue de code que les développeurs font naturellement à chaque fois. Mais si c'est automatisé, et avec Danger, on peut le faire, on va pouvoir se dire, tant que Danger n'est pas passé, on va dire, sur la merge request, ça ne sert à rien de s'y atteler encore. Attendons que Danger passe, c'est très rapide. Et Danger va laisser des commentaires directement sur la merge request. Je vais vous montrer un screenshot juste après, pour inciter le développeur qui vient de faire la merge request à adapter sa merge request avant que les autres puissent faire la revue de code s'il y a besoin. Donc ça peut être de vérifier que le changelog a été mis à jour, qu'il y a bien tous les champs nécessaires dans la description de la merge request. C'est important des fois de dire c'est pour tel ticket, c'est dans tel contexte, voilà, et que telle ou telle règle définie, comme ici par exemple, on a un petit bout de code qui nous dit si tu détectes que dans le titre de la MR il y a work in progress, tu fais un warning, MR is considered work in progress, qui va s'afficher comme ça. Donc ça, c'est votre merge request, l'écran de votre merge request, et il y a Danger qui va passer, qui va dire directement il faut que tu rajoutes une entrée dans le changelog. Tu as modifié tel fichier, il faudrait faire... Donc tout ça, ça peut être automatisé via Danger. Donc on a tendance à le mettre partout où on peut. SonarQube, je pense que vous êtes familier avec SonarQube en général, mais on le met systématiquement dans nos projets mobiles. On pourra peut-être, si on a du temps, en parler, mais j'y crois pas trop un petit peu dans le détail. Mais faut retenir que SonarQube, c'est un logiciel de calorimétrie de code qui permet de faire du reporting sur des stats de coverage de tests unitaires, mesurer des choses comme le niveau de documentation, de duplication du code, le respect de règles de programmation qu'on aura définies via l'interface ou via des plugins qu'on peut ajouter, j'y viens juste après. C'est l'outil un petit peu, la caisse à outils pour la calorimétrie de code. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un outil qui supporte 25 langages de base, dont certains sont soumis à licence commerciale. C'est le cas, par exemple, de Swift sur iOS.
Si vous n'avez pas de licence, en théorie, vous ne pouvez pas faire de support de Swift sur SonarCube, mais ce n'est pas vrai en réalité, je viens juste après. Mais l'idée, il faut retenir que SonarCube, c'est un outil qui permet de créer des centaines de règles et de faire que on vérifie en fait le projet vis-à-vis de ces règles. Des règles de type bug, code smell, security ou vulnerability. Je ne vais pas revenir dans le détail, mais on comprend bien que si l'analyse statique de code voit des choses comme des code smell, qui peuvent être des problèmes de syntaxe, qui peuvent à terme provoquer des problèmes de maintenance, je ne sais pas, les spacings qui ne sont pas respectés, ou le corps d'une fonction qui fait 500 lignes, ça, on les remonte via SonarCube, et ça nous donne un indicateur de qualité pas terrible pour cette application-là. Et ce qui est surtout important à retenir sur SonarCube, c'est qu'on peut l'améliorer avec des plugins pour ajouter, par exemple, le support d'un langage. Je vous parlais de Flutter tout à l'heure, c'est du Dart. Dart, ce n'est pas un des langages supportés par SonarCube par défaut. Il faut installer un plugin qui a été fait par une boîte qui s'appelle InsideApp, que vous connaissez peut-être, qui permet d'ajouter le support de Dart à SonarCube. Pareil, on peut faire du Swift sans avoir à payer de licence. Pareil, c'est InsideApp qui a fait un plugin pour ajouter le support de Swift directement dans SonarCube. Ou des règles personnalisées, je précise, c'est que plus le temps passe et plus on est exigeant sur la qualité de code et sur ce qu'on veut faire de notre code. Et on peut, par exemple, ajouter des règles via MobSF qui sont des sets de règles vis-à-vis de la sécurité. Vérifier dans le code qu'on ne va pas détecter des chaînes de caractères qui devraient ne pas être là, ou alors obfusquées, ou des choses comme ça. Périphérique est un outil qui sert surtout sur iOS, du coup que sur iOS même, pour faire de la détection de code mort. On va pouvoir avoir cet outil qui va vous dire toutes ces classes là que tu as mis dans le dossier là, personne ne les utilise, on ne les utilise pas, tu peux les virer. Ou éco-code, c'est-à-dire des règles pour l'éco-conception de votre code d'application mobile pour éviter que vous fassiez telle ou telle action qui va faire que votre app consomme plus de batterie qu'il ne faudrait, ou des choses comme ça. D'ailleurs, un petit instant promo sur l'éco-code. Vous avez dû voir qu'il y a des conférences sur l'éco-code et l'éco-conception en général au Brestcamp. Demain, il y en a une particulièrement intéressante, enfin en tout cas nous on trouve, sur comment réduire l'empreinte carbone de vos projets en utilisant des outils open source par David de Carvalho et Johanna Duigou. C'est demain, vendredi, de 14h30 à 15h30 en FIC. Donc si vous avez l'occasion, allez-y parce qu'ils vont vous parler de ça et c'est très intéressant. Petit screenshot de ce que ça donne, SonarCube. Vous avez votre dashboard avec vos différentes apps, des petites notes qui vous disent c'est bon pour la sécurité, c'est bon pour la maintenabilité, c'est bon pour le coverage de code, et ainsi de suite. Donc ça, tous nos projets mobiles passent par cet outil-là. Un autre outil qui est pratique, c'est BrowserStack. C'est que, vous l'avez compris, le mobile, c'est un peu particulier, c'est de l'application, c'est du client lourd, compilé, distribué, et des fois, on peut se rendre compte que le marché du mobile est hétéroclite. Il y a iOS, il y a Android, il y a plein de versions différentes de l'OS, il y a plein de versions différentes des devices, que ce soit en termes de taille d'écran, de support des services Google, peu importe. Enfin, vous pouvez imaginer tout ce qui se passe. Et c'est là qu'un outil comme BrowserStack peut être intéressant parce que c'est une plateforme qui permet, via le cloud, d'installer et de tester automatiquement ou non un build de données sur des vrais mobiles qui sont mis à disposition par BrowserStack de toutes sortes. Je crois qu'il y en a 3000. Enfin, il y a ce qu'il faut. Donc, c'est aussi une des options que vous pouvez mettre dans votre chaîne CI/CD, c'est lancer, par exemple, le test. Vos tests directement sur une vraie device physique via le cloud. Et maintenant, un petit focus sur la livraison continue par mon collègue Erwan. Yes. Hop. Donc, comment on a pu industrialiser un peu notre dispositif concernant la livraison continue? Comme a dit Mathieu tout à l'heure, on ne parle pas trop de déploiement continu, nous, de genre de mobile, mais plus livraison en continu, parce que nous, on va plutôt d'abord déployer sur des plateformes comme Firebase App Distribution ou TestFlight pour iOS, plus en mode bêta pour qu'on ait déjà une pré-validation généralement par notre client avant de déployer sur le store. Et puis généralement, ce déploiement-là, on le laisse à nos clients. Comme ça, au moins, nous, on ne prend pas de risque.
Et puis, donc voilà, donc là on peut retrouver un peu le même cheminement qu'on a pu voir tout à l'heure. On va aussi retrouver la partie monitoring, soit donc la solution Firebase, soit aussi via l'outil Sentry, donc qui est un équivalent de Firebase, mais plus si on fait un peu attention à tout ce qui est RGPD et tout ça, c'est plus sympathique quand même. Donc voilà. Par quoi on commence pour faire une bonne livraison continue? D'abord, on va essayer d'avoir un changelog qui parle. Comment faire un bon changelog? Donc, on va avoir déjà des principes directeurs. Donc, le changelog, il est destiné à des humains et donc pas aux machines. Donc, il devrait avoir une entrée pour chaque version. Et les mêmes types de changements doivent être regroupés. Les versions et les sections doivent aussi pouvoir être liées. La dernière version vient toujours en premier dans le changelog, très important, et la date de sortie de chaque version est affichée. Et aussi, le versioning, il doit aussi être respecté via le versioning sémantique. Donc, les différents types de changements qu'on va retrouver dans un changelog, ça va être les added, changed, deprecated, removed, fixed, security. Donc, en fonction de ce qu'on a pu modifier dans notre projet. Et derrière tout ça, en fait, notre changelog aussi peut être automatisé avec Toncrier, donc qui est un outil Python. Donc pour ça, je parlais tout à l'heure d'avoir aussi un bon environnement Python d'installer sur notre machine. Donc qui va être géré par Toncrier. Après, je ne sais pas si tu as envie de dire un ou deux mots sur ça. Deux mots, ça nous permet de... On parlait aussi de Danger tout à l'heure, qui permet d'automatiser des tâches sur la revue de code. Typiquement, une MR qui fait suite à un ticket dans Jira, donc on veut qu'il y ait une référence au ticket, des choses comme ça. Et avec un outil comme Toncrier qui nous permet d'automatiser dans l'expérience développeur le fait de tracer ça dans le changelog. Vous rajoutez la règle Danger qui fait que on va vérifier qu'il y a bien l'entrée qui correspond via l'outil en question. Et comme ça, vous avez éliminé 99% des problèmes que vous pouvez avoir dans le maintien d'un changelog dans la code base, parce qu'en fait, tout va être normé, automatisé. Et en termes de normes, d'ailleurs, tu voulais peut-être parler de... En termes de normes, en fait, ces principes-là, je ne les ai pas inventés. Ça vient de Keep and Changelog, donc c'est valable pour toutes les technos, pas forcément que dans le mobile. Mais c'est toujours mieux quand même de suivre des règles qui sont comprises par tous. Autre chose importante aussi dans une livraison, ça va être la version. Donc ça, la version très importante. Donc chez nous, on va suivre le versioning sémantique. C'est la méthode la plus courante de numérotation de version. Donc cette méthode elle utilise 3 numéros. Donc le X, le Y, le Z. Donc pour majeur, mineur, correctif. Donc les majeurs, ça va être essentiellement des gros changements ou de grosses suppressions de fonctionnalités si c'est obsolète, etc. Le mineur, c'est plus l'introduction de petites fonctionnalités ou de suppression de choses qui peut être considérées un peu comme obsolètes. Ensuite, on va avoir les correctifs, donc le troisième digit pour tout ce qui est correctif concernant en plus les corrections d'anomalies. À côté de ça aussi, si on souhaite, on peut aussi rajouter un peu du wording à côté en optional pré-release pour signifier telle version c'est une bêta, celle-ci c'est une release candidate, celle-ci c'est une version stable. Tout ça dépend un peu des projets, mais ce qu'il faut retenir c'est surtout la signification des 3 digits et à quoi correspondent chacune d'elles. Donc ensuite, après avoir fait notre changelog, versionné notre projet, on va livrer sur des plateformes de test type TestFlight pour iOS, Firebase App Distribution, et puis nous on utilise Bitrage comme solution cloud pour notre CI/CD, donc qui nous aussi nous permet de faire de la distribution à nos clients en phase de test. Donc, ce qu'il faut retenir aussi sur les Bitrage et Firebase App Distribution, c'est que l'application ne va pas être disponible indéfiniment, elle sera disponible pendant 3 mois. Et sur TestFlight, c'est 85 jours, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Voilà. Donc je vous mets un petit screenshot de à quoi ça peut ressembler Firebase App Distribution. Donc les principales fonctionnalités qu'on va y retrouver, c'est la gestion des testeurs. Donc on va pouvoir envoyer la version à une mailing list. On va aussi pouvoir gérer la partie note de version, donc le changelog. Donc avec l'automatisation du changelog, on va aussi pouvoir
récupérer notre changelog automatiquement et l'inscrire sur Firebase App Distribution. Comme ça, dès que c'est envoyé, notre client sur son application, il va pouvoir voir qu'est-ce qui a pu être mis à jour sur cette version de test. Ensuite, donc notre client a validé notre version de test. Donc là, on décide du coup de la déployer sur les stores. Alors, du coup, comme je disais, nous on ne fait pas la publication sur les stores, mais on va la mettre à disposition sur les stores dans un premier temps. Donc pour iOS, ça passe toujours par TestFlight. Donc si on l'avait déjà mis avant sur TestFlight, on n'a pas d'étape supplémentaire. Par contre, si on était passé par une autre solution, là on fera une nouvelle publication sur TestFlight. Pour Google, on peut faire un lien directement entre Firebase et le Play Store, ou sinon relivrer directement en bêta sur le Play Store. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a deux approches à ce niveau-là. Donc on a l'approche grand public, donc, comme je disais pour les stores, et la distribution aussi est plus restreinte, entreprise, plus pour les applications B2B, où là on peut passer par des plateformes qui vont nous simplifier un peu tout ça, qui sont Appaloosa ou AppLivery. Mais il y en a d'autres sûrement, mais les plus connus, c'est ces deux-là. Et aussi, autre chose assez importante à retenir, c'est que pour pouvoir déployer notre application, on a des licences à payer. Donc côté iOS, c'est 99 $ par an. Et côté Google Play, on a juste à payer 25 $ une fois à l'ouverture de son compte. Donc je vais vous présenter rapidement ce que c'est le Google Play Console. Donc les principales fonctionnalités qu'on va y retrouver, c'est tout ce qui est statistique sur l'installation des installations des applications. On va pouvoir gérer aussi la publication de notre app, sa présence sur les stores, regarder un peu le suivi de qualité via les notes et les avis des gens, et aussi gérer la monétisation de notre app si on en a une. Pareil, pour côté Apple, on va passer par l'App Store Connect, donc où on va retrouver exactement les mêmes fonctionnalités que sur le Play Store, donc l'analyse, gestion de publication, la suite qualité et la monétisation. Et pareil, tout à l'heure, on vous a parlé d'un troisième store pour Huawei. Donc ça, généralement, ça est surtout pour tout ce qui est marché chinois, parce qu'en Chine, ils sont plus Huawei que Apple ou même Android maintenant. Donc, du coup, c'est très important, si on est présent sur le marché chinois, de tenir compte de ces stores alternatifs comme App Gallery. Et donc, la plus grosse contrainte qu'on va avoir aussi avec App Gallery, c'est que on ne va pas refaire notre application Android, heureusement, mais on va devoir se passer de tout ce qui est service Google. Donc, si on avait par exemple Google Maps pour la localisation d'implémenter dans notre application, malheureusement, il va falloir implémenter un système différent pour l'application Huawei qui utilise un des services de Huawei avant qu'on puisse publier l'application. Donc voilà au niveau de la livraison continue. J'ai essayé de faire en sorte d'aller un peu vite pour essayer de garder un peu de temps pour tout ce qui est questions. Je me permets juste de revenir sur celle-là. Il faut voir que les Google Mobile Services, si vous n'êtes pas familier avec le développement Android, c'est un truc clé. Enfin, c'est structurant sur l'architecture de votre application, le fait qu'à un moment donné, vous allez vouloir la rendre disponible sur un store à la Huawei. On parle de, c'est pas juste Google Maps, c'est autant les solutions, je sais pas, d'analytics, de monétisation, enfin voilà, le lien entre Google Mobile Services et Android sur les devices qui ont Google Mobile Services est très fort. Et donc l'idée de se dire que pour distribuer sur un store comme Huawei, mais ça aurait pu être Xiaomi, ça c'est juste jouer à une histoire de politique ou je sais pas quoi. Il faut du coup aussi prévoir en termes d'architecture de votre app tout ce qu'il faut pour faire assez d'abstraction pour dire tiens, j'ai envie d'afficher une carte, sur celles qui ont les Google Mobile Services, je vais pouvoir utiliser Google Maps, et sur les autres, je vais utiliser l'équivalent chez Huawei ou chez un autre prestataire qui serait compatible avec le marché chinois. Ouais. Voilà, c'était tout ce que je voulais rajouter. Donc, voilà, petite conclusion aussi, juste histoire de revenir sur une des slides principales, c'est sur tout ce qui est, excusez-moi, celle-ci, voilà, sur tout ce qu'il faut pour faire une bonne CI/CD, on va dire, dans l'univers du mobile.
Voilà notre expérience à nous, résumée en une slide. Il y a plein d'autres outils, il y a plein d'autres choses, mais je voulais juste insister sur le fait que, en tout cas, on a réussi à faire entre les socles, ces histoires d'outillage à la Fastlane ou d'automatisation via Gradle ou d'autres, quelque chose qui nous permet au quotidien de faire des dizaines et des dizaines de merge requests, des livraisons de manière la plus sereine possible. Voilà. Si vous avez des questions, c'est le moment. Merci. Bonjour. Vas-y. Merci déjà pour la présentation. Je reviens un peu ce que tu as dit là juste à la fin sur effectivement les parties d'application qui peuvent changer. Ouais. Est-ce que pour toi, comme tu en as parlé un peu, est-ce que Flutter est assez mature pour gérer ces cas-là? Ou c'est vraiment des choses où ça doit être natif pour gérer ça? Très bonne question. Non, je pense que c'est assez mature. Flutter est c'est quand même une solution maintenant pérenne parce que nous on l'utilise c'est presque la majorité des projets qu'on peut faire dans le mobile maintenant sont faits via Flutter. Alors, on fait toujours du natif énormément, hein, mais c'est juste que aussi Flutter c'est plus facile ne serait-ce qu'à vendre parce que c'est qu'une seule code base qui pour 80%, non peut-être pas 80%, non. 70% des cas clients permet de répondre aux besoins, de se dire j'ai une code base, j'ai des développeurs et je fais iOS et je fais Android. Le fait est que quand je parlais de Huawei ici, c'était une vraie préoccupation il y a encore 2-3 ans, ça l'est beaucoup moins maintenant. Parce que ça dépend aussi du marché que tu veux attaquer. Si tu veux attaquer le marché chinois, oui, tu as des grosses contraintes comme ça. J'ai pas eu l'occasion de faire une application full Flutter où je me suis dit tiens, je vais attaquer le marché chinois. Maintenant, dans le parc mobile, que ce soit français, européen, américain, la part de devices Huawei qui n'ont pas les Google Play Services, c'est de l'ordre de quelques pourcents et c'est souvent complètement ignoré maintenant, quoi. En tout cas, pour répondre à ta question, je suis sûr qu'il y a moyen de le faire en Flutter. J'ai pas eu l'occasion de le faire malheureusement, mais on va dire que c'est de moins en moins important. C'est vraiment si tu as un focus sur le marché chinois. Bonjour, merci pour la présentation. Moi, j'avais une question par rapport à BrowserStack. Il est disponible ma première question, c'est est-ce qu'il est disponible qu'en cloud ou est-ce qu'on peut l'avoir en local chez nous? Est-ce qu'il y a une solution locale, on va dire? Et est-ce que il y a des contraintes par rapport, par exemple, aux accès caméra ou autres, ou c'est vraiment un test mobile qu'on peut faire avec? Alors, c'est que dans le cloud. Ce serait trop beau de pouvoir avoir une version locale. C'est que dans le cloud. Il y a des contraintes effectivement sur les capabilities que tu peux exploiter de la device. Typiquement, je pense à un cas tout bête. Tu veux faire des achats intégrés dans une application. Les achats intégrés, souvent, c'est lié à ton compte Google, à ton compte Apple. Et forcément, vu que c'est une device qui est dans le cloud, qui est partagée avec plein de gens, tu peux pas, t'as pas autant de liberté que tu veux pour mettre le compte Google de test que tu veux sur la device, puis lancer tes tests automatisés, des trucs comme ça. Donc, ça répond à plein de besoins, ne serait-ce que pour être sûr que l'application se lance bien et visuellement propre. BrowserStack te fait des rapports avec des screenshots, des vidéos, ce que tu veux, peut détecter les logs, les erreurs. Mais c'est vrai que tu as raison, il y a certaines capabilities comme la caméra, les choses comme ça de compte Google, Apple, de la device. Là, tu vas avoir des problèmes. Ça ne répond pas malheureusement à tout. Et accessoirement, c'est très cher. Ah, on t'entend pas bien. Ah, allô? Là, c'est bon. Faut plus se rapprocher. Merci pour la présentation, c'était super intéressant. Petite question au niveau de l'utilisation de Danger. J'ai toujours trouvé ça top, mais j'ai jamais trouvé de use case vraiment pour l'utiliser, à part vérifier le changelog et l'ID du ticket Jira, quoi. Ouais. Est-ce que vous avez vraiment des cas que vous avez mis en place qui pourraient être intéressants ou...
Ouais, il y a pas mal de use cases. Ce qu'il faut savoir, alors Danger, du coup, c'est un outil initialement Ruby, mais c'est aussi disponible en JS. Donc pour ceux qui font du JS, c'est aussi un outil qui peut être très utile pour vous. Alors c'est sûr que là on a juste parlé de 2-3 petits trucs, mais c'est rien de foufou. Moi je suis allé un peu plus loin dans la réalisation du Danger File. Je lance, comme on parlait tout à l'heure sur iOS, on a un outil qui s'appelle Periphery pour analyser le code mort. Donc moi aujourd'hui je l'ai mis en place avec Danger, comme ça au moins dès l'AMR je suis capable d'analyser le code qui a été modifié ou ajouté, et du coup de tout de suite détecter, là tu es en train de committer du code mort, tu me corriges ça quoi. Je fais aussi du lint, je fais aussi du code coverage, donc j'analyse la classe qui a été modifiée ou ajoutée et je vérifie le taux de couverture de la classe, donc je signale quand le taux est pas bon. Qu'est-ce que je fais d'autre? J'allais dire c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, mais ça te permet de remonter toi tous les outils de linter, comme tu disais, et de se dire tiens, tout ce qui est warning par exemple sur ce que tu vas remonter en pas juste les notices, hein, les notices, enfin, je vais pas dire on s'en fout, mais pas loin. Mais l'outil de linter que tu vas utiliser détecte qu'il y a, par exemple, lié à cette merge request là, il y a 10 commentaires qui disent ah non mais attends, 10 warnings qui disent faudrait pas faire ça. Mais en fait, l'avantage que tu as avec Danger, c'est que tu pourras pouvoir l'écrire directement dans la merge request pour que tous les gens qui vont faire de la code review dessus vont pouvoir voir ah bah tiens attends, tu as 10 warnings du linter là, tu me corriges ça. Tu vois. Ça c'est un des usages par exemple qui peut servir. Le changelog, c'est juste que c'est pratique et c'est déjà pas mal. Après le premier avantage de Danger, c'est de faciliter le code review. C'est que celui qui va faire le code review, il va pas avoir regardé, tiens, est-ce que ça c'est bien utilisé quelque part? Non, c'est Danger qui va s'en occuper. Toi, quand tu vas faire le code review, tu vas juste te dire, bon, la logique, est-ce qu'elle est bonne? Est-ce que c'est bien structuré? Voilà. Et encore, la structure, c'est pareil. Et avec les différents outils, tu vas pouvoir être sûr que ce qui a été mis en merge request build et lancer si tu fais des tests directs sur BrowserStack et que tu as un rapport. Enfin, tu peux imaginer des choses comme ça. Et en plus, le fait de pouvoir automatiser la mise en place de ces commentaires, plus tu as d'outillage où tu peux récupérer des logs de warning, des choses comme ça, tu les écris direct dans la MR. Et ça fait qu'il y a un seul endroit, si tu veux, où on va pouvoir se focaliser sur la code review et se dire, tiens, tu as 10 warnings, tu as telle chose qui ne marche pas, tu n'as pas de changelog entry, voilà, c'est là que Danger nous aide bien. Il reste 2 minutes. Question. J'ai une question, c'est bon? Okay. J'ai une question qui fâche sur les tests UI. Sur les tests UI. Ouais. Quelle est la politique que vous avez pour passer les tests UI? Est-ce que c'est à chaque commit, avant les merge requests Ouais. C'est plus ou moins facile suivant ce que tu fais. On va dire qu'on peut parler en tout cas de l'expérience qu'on peut avoir sur iOS, où la chance qu'on a peut-être, c'est que Apple nous facilite la vie sur, tu vois, le fait que sur une machine où il y a Xcode, tu puisses lancer ton app dans le simulateur et aller directement faire des interactions comme ça. Ça nous permet de dire que, en tout cas, on essaye d'avoir ça de plus en plus, c'est-à-dire qu'on ne fait pas juste des TU de use case, c'est bien de les avoir, il faut, mais si on peut aller jusqu'au bout de se dire je lance l'app, je vais vérifier que, quitte à faire des screenshots, des trucs comme ça, en tout cas sur iOS, on a la vie un peu plus facile. Sur Android, on est limité par certains outils historiques qu'on a dans notre socle, et c'est du travail, je suis complètement honnête, c'est du travail qu'on a en cours sur la refonte de notre socle, c'est que typiquement on a des soucis avec les outils d'injection de dépendance quand on veut faire des tests sur BrowserStack. Et on a encore des petits travaux comme ça. Et sur Flutter, c'est pas encore assez mature, on va dire, pour qu'on soit allé jusque-là. Donc, pour répondre à ta question, sur iOS, presque pas de soucis. Sur Android, il y a des soucis, on travaille dessus. Et sur Flutter, c'est compliqué. On n'est pas encore là, quoi. Merci à vous. Merci à tous.